tous et merci d'être présents à ce webinaire organisé par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques sur le thème « Gérer la fin de l'année budgétaire et préparer ses restes à réaliser » qui sera animé par Samia Milouki, à qui je vais laisser la parole. Samia, c'est à toi. Bonsoir. Donc ce soir, nous allons voir plusieurs points. Alors l'idée, c'est de faciliter la gestion de la fin d'année, notamment de ne pas oublier des éléments importants à faire avant la fin de l'année. Donc on va voir dans un premier temps les opérations à ne pas oublier avant la fin de l'année. Donc là, on va parler d'opérations d'ordre, d'affectation des résultats, on va parler de provision, de plein de choses. Ensuite, on va voir gérer la fin de l'année en investissement, puisque pour le fonctionnement, il n'y a pas vraiment de problématique, parce qu'en début d'année suivante, en début 2024, vous avez la possibilité de dépenser assez facilement en fonctionnement. En revanche, vos possibilités sont limitées pour ce qui dépend des dépenses d'investissement. Donc, on va voir gérer la fin de l'année en investissement. Ensuite, on verra également, toujours sur la section d'investissement, un petit zoom pour rappeler ce que sont les restes à réaliser, quel est leur intérêt, comment est-ce qu'on les détermine et surtout, quel est leur impact. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, on coupera l'enregistrement et on pourra échanger librement sur ces sujets. Donc, les opérations à ne pas oublier avant la fin de l'année. Alors là, je vais essayer d'être assez exhaustive, assez exhaustive. Les points que je vais aborder, je les ai choisis sur la base du retour d'expérience des difficultés que l'on rencontre chaque année, que ce soit dans des petites ou des grandes collectivités. Pour certains points, vous allez avoir l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais je vous assure que si le sujet est évoqué, c'est qu'on a rencontré la problématique au moins une ou plusieurs fois chaque année. Donc, on va voir d'abord les opérations à exécuter avec la réalisation de l'affectation des résultats. Donc, après le vote du compte administratif de 2022, vous avez délibéré pour affecter les résultats. Le résultat d'investissement a été reporté en dépenses ou en recettes d'investissement selon qu'il s'agissait d'un déficit ou d'un excédent. Le résultat de fonctionnement a fait l'objet d'une affectation. Ça veut dire que sur ce résultat de fonctionnement, on a en priorité ponctionné les sommes nécessaires pour venir couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Et pour le reliquat, on a choisi soit de venir mettre de l'argent complémentaire en investissement ou de le reporter en recettes de fonctionnement. À la suite de cette délibération, vous avez voté le budget de 2023 et cette affectation des résultats s'est traduite par une inscription budgétaire dans le budget 2023. Donc, cette inscription budgétaire, elle s'est traduite en investissement, en dépenses ou en recettes par une ligne qui s'appelle report, c'est le code 001. En fonctionnement, si vous aviez des reports, ça s'est traduit au 002 et la somme que vous aviez affectée pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement est venue dans vos recettes d'investissement avec l'article 1068. Ces prévisions budgétaires doivent faire l'objet d'une réalisation. Alors, ces réalisations vont prendre deux formes différentes. Pour le 1068, donc c'est-à-dire pour la somme que vous avez ponctionnée sur le fonctionnement pour alimenter la section d'investissement, ça prend la forme d'un titre de recette qu'il faut émettre. Et pour le 002 et le 001, c'est dans le logiciel de comptabilité une manipulation à effectuer. Alors, très souvent, chaque année, on a plusieurs cas de figure qui se présentent. C'est que soit on a la manipulation, c'est-à-dire la réalisation de ces opérations qui n'ont pas du tout été réalisées, ou alors on a le titre de recette au 1068 qui a été effectué, mais on a oublié de faire les reports au 002 et au 001.
L'autre cas de figure, c'est qu'on va l'avoir fait sur le budget général de la collectivité, mais ça peut avoir été oublié sur les budgets annexes. Ou alors, troisième cas de figure, ça a été fait, mais pour des montants incorrects. C'est par exemple le cas quand dans des collectivités, au lieu d'inscrire dans le budget le montant exact qui figure dans la délibération d'affectation des résultats, c'est un montant arrondi qui a été inscrit au budget. Donc, c'est important de vérifier ces points-là. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, que le compte administratif est voté comme ça, il va au final être différent du compte de gestion. Donc, il faudra de nouveau le voter et ça va enchaîner des erreurs en cascade puisque si vous votez le compte administratif avec des mauvais résultats, votre délibération d'affectation des résultats 2023 sera fausse et les sommes que vous inscrirez dans le budget 2024 seront fausses aussi. Donc, ça entraîne des erreurs en cascade. Donc, pour ce qu'il faut faire, c'est vérifier que ça a bien été fait. Donc, pour le faire, on va aller récupérer la délibération d'affectation des résultats et on va vérifier dans chaque budget que la manipulation a bien été faite et que le titre de recette a bien été émis. Ce qui est très important, c'est de le regarder pour tous les budgets de la collectivité. Est-ce qu'il y a une question ou j'entends... Non, je ne vois pas de question. OK. Deuxième point à faire, ce sont la réalisation des opérations d'ordre. Donc, pour rappel... Samia, excuse-moi, il y a une question qui vient d'arriver. C'est en quoi consistent ces manipulations? Alors, j'ai été assez générique parce que ça dépend en fait de votre logiciel de comptabilité. Alors, 85% des communes du département sont équipées du logiciel Cosolus, Corail, pour la comptabilité. Donc, il s'agit dans le logiciel tout simplement d'aller sur, il y a un onglet spécifique qui est un onglet budget. Et il faut aller dans cet onglet sur la partie saisir les excédents et déficits reportés. Et là, il faut vérifier que les montants qui sont inscrits sont justes. Et s'ils sont justes, il suffit juste de cliquer sur la case reprendre le budget et valider. Donc, ce n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut penser à le faire. Voilà. Après, par contre, moi, je ne connais que les logiciels Cosolus. Donc, pour ceux qui n'ont pas les logiciels Cosolus, il faut regarder la méthodologie sur votre logiciel de comptabilité. Ça répond à la question? J'imagine que oui, sinon on pourra en reparler après. Donc, le second... Oui, Samia, je te confirme, ça répond bien à la question. J'ai une autre question qui me demande s'il est possible d'augmenter le son. Alors, moi, le son, je suis au maxi. Alors, je peux essayer de rapprocher l'ordinateur, mais je suis au maxi de mon côté, donc au niveau du micro. Vous entendez, c'est très loin ou je vais essayer de parler plus fort. Je te remercie. Voilà. Donc, second point, c'est la réalisation des opérations d'ordre. Donc, dans le budget d'une collectivité, vous avez plusieurs types de dépenses et de recettes. Vous avez en fait 3 types de dépenses et de recettes. Les dépenses et les recettes réelles, les dépenses et les recettes d'ordre et les dépenses et les recettes d'ordre semi-budgétaire. Donc, les dépenses et les recettes réelles, ce sont les dépenses et les recettes pour lesquelles il y a un encaissement ou un décaissement d'argent. Par exemple, vous payez votre facture d'électricité, vous allez verser de l'argent à votre fournisseur d'électricité. Donc là, il y a un décaissement d'argent. Vous avez les loyers du logement communaux qui rentrent. Donc là, il y a un encaissement d'argent. On est donc sur des opérations réelles. Les opérations d'ordre budgétaire, ce sont des opérations qui sont présentes
en dépenses et en recettes pour le même montant dans le budget et qui n'ont pas d'incidence financière en termes d'encaissement et de décaissement. Donc, ce sont des opérations qui permettent de passer les opérations de fin d'exercice, comme par exemple celle sur laquelle on va revenir, l'amortissement. Les opérations d'ordre semi-budgétaire, ce sont des opérations qui se caractérisent par le fait qu'on va constater une dépense ou une recette sans contrepartie budgétaire. L'autre composante de l'opération d'ordre est non budgétaire, ça veut dire qu'elle est retracée uniquement dans la comptabilité du trésorier. Donc, du point de vue de la collectivité, c'est rangé dans les opérations réelles. Donc là, l'exemple qu'on va voir, on le verra après, ce sont les provisions. Alors, les principales opérations d'ordre à exécuter, ce sont les amortissements, les transferts des frais d'études et la gestion des stocks. La gestion des stocks, c'est pour les collectivités qui ont un budget annexe lotissement ou un budget annexe caveau. Donc, les amortissements, en fait, l'amortissement, c'est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation de biens de la collectivité et finalement, au fur et à mesure, dégager les ressources pour pouvoir renouveler le bien régulièrement. En fait, ça permet d'étaler dans le temps la charge consécutive au remplacement des immobilisations. Les règles en matière d'amortissement sont différentes selon la nature de l'activité et selon la taille de la collectivité. Donc, si vous gérez un service public industriel et commercial, par exemple la gestion de l'eau et de l'assainissement, ou par exemple si vous avez un budget annexe pour la production et la vente d'énergie photovoltaïque, quelle que soit la taille de la collectivité, comme on est sur un service public industriel et commercial, quelle que soit la taille de la commune, vous êtes soumis à l'obligation d'amortissement. En revanche, sur le budget général de la commune et sur ses budgets annexes, soit en M14, soit en M57, là, ce qu'on va regarder, c'est la population. Les communes de moins de 3500 habitants ont une obligation très allégée en matière d'amortissement. Elles ne sont tenues d'amortir que les subventions d'équipement versées. Concrètement, pour ce qui vous concerne, dans le département, c'est essentiellement les sommes que vous versez à Territoire d'énergie 64 qui se finance sur cet article particulier. C'est un article qui commence par 204, subvention d'équipement versé. C'est pour les communes de moins de 3500 habitants le seul cas d'amortissement obligatoire. Pour les autres collectivités, pour les autres niveaux de collectivité, en revanche, l'amortissement se fait sur pratiquement tous les biens. Donc, le principe de l'amortissement, si je synthétise vraiment, c'est de diviser le prix auquel on a le prix du bien par la durée d'amortissement fixée par le conseil municipal. Normalement, les durées d'amortissement ont été fixées en fonction de la durée, pour prendre en compte la durée de vie du bien. Par exemple, on ne va pas amortir un ordinateur sur 10 ans. Et inversement, ça n'a pas de sens d'amortir une canalisation d'eau potable sur 5 ans. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une corrélation entre la durée d'amortissement comptable et la durée de vie du bien. Donc, pour les biens qui étaient déjà dans le patrimoine de la collectivité au 1er janvier, il n'y a pas de problème, vous aviez l'information, ça a donc bien été prévu dans le budget, donc il n'y a pas de difficulté majeure. En revanche, pour tous ceux qui sont passés à la nomenclature M57, enfin au référentiel M57 cette année, il y a une nouveauté. C'est qu'en M57, on applique la règle du prorata temporis. Pour vous expliquer, jusqu'à présent, une commune, quand elle achète un bien, elle ne commence pas à l'amortir l'année où elle achète, mais elle commence l'amortissement l'année suivante.
Or, avec la M57, la nouvelle règle, c'est de commencer à amortir le bien dès sa mise en service. Ce qui veut dire que vous pouvez, si vous avez acquis des biens amortissables en 2023, commencer à les amortir dès 2023. Pour vous donner une comparaison, si vous avez acheté un ordinateur 2 000 €, que vous avez décidé que le matériel informatique est amorti sur 5 ans. On va dire que vous l'avez acheté en 2023 et que vous l'avez mis en service le 1er septembre. En M14, l'amortissement débute en 2024 jusqu'en 2028 à hauteur de 400 € par an. En revanche, en M57, l'amortissement commence dès 2023 et là, on va commencer à amortir la première année comme on l'a mise en service au 1er septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, à hauteur de 4/12 pour l'année 2023. Et ensuite, on va l'amortir de 2024 jusqu'en 2028. Donc, ce qui veut dire que la première année 2023, il y aura un peu plus de 133 €. De 2024 à 2027, il y aura 400 € par an. Et la dernière année, un peu plus de 266 €. Donc, concrètement, si vous êtes commune de plus de 3 500 habitants ou commune qui a versé une subvention d'équipement cette année, que vous êtes passé à la M57, il faut vérifier les dates de mise en service des biens amortissables achetés au cours de l'année et procéder à leur amortissement au prorata temporis. Ce qui veut dire qu'il faut bien vérifier, il faut le vérifier maintenant, puisque si quand vous avez fait le budget, vous n'avez inscrit dans le budget que les amortissements des immobilisations existantes, une décision modificative sera nécessaire. Voilà pour le premier point, les amortissements. Il y a des questions, Céline? Non, j'imagine. Non, pas de questions, non. OK. Deuxième point, les transferts des frais d'études. Alors, quand une collectivité fait une étude en vue de la réalisation d'un projet d'investissement, à l'issue de cette étude, on peut se retrouver face à deux situations. Premier cas de figure, on va avoir un abandon du projet. C'est-à-dire que, par exemple, l'étude aura démontré que les coûts sont beaucoup trop élevés pour la collectivité, donc on décide de ne pas faire le projet. Dans ce cas de figure, le traitement comptable va dépendre de la taille de la collectivité. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, les études non suivies de réalisation doivent faire l'objet d'un amortissement. En revanche, pour les communes de moins de 3 500 habitants, les études non suivies de réalisation sont épurées par le comptable public sur la base d'un certificat administratif produit par l'ordonnateur, donc c'est-à-dire par le maire de la collectivité. Donc ça, c'est assez facile. Le second point, c'est si on réalise le projet. Dans ce cas, si on réalise le projet, les études, au moment où on les fait, elles sont payées sur un article spécial d'investissement qui s'appelle frais d'études. Et quand on débute les travaux du projet, il faut les intégrer au coût des travaux. Cette intégration se fait par une opération d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement. On va les transférer de frais d'études au compte des travaux. C'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que si votre projet est éligible au fonds de compensation de la TVA, vous ne percevrez le fonds de compensation de la TVA sur les frais d'études que quand ceux-ci auront été intégrés au coût des travaux. Donc, plus vous tardez à le faire, plus vous reportez le moment où vous bénéficierez du fonds de compensation de la TVA sur les frais d'études. Or, il était… Oui. Oui, excuse-moi. Les études… Il y a une question. Oui. Les études préalables à un projet d'investissement doivent-elles obligatoirement passer en investissement? Alors, en général, oui, parce que c'est tout l'intérêt de les faire passer en investissement. Après, il peut y avoir des cas particuliers. Là, il faudra regarder plus précisément s'il y a un cas particulier. Mais il n'y a aucun intérêt
à les faire supporter par le fonctionnement. Puisque si vous les payez en fonctionnement, d'une part, vous aurez un coût global du projet qui sera faux, puisque votre coût global du projet, le coût de réalisation du projet, il intègre également les études préalables. Et d'autre part, si vous les payez en fonctionnement, vous ne pourrez pas bénéficier du fonds de compensation de la TVA sur ces études. Puisque avec le système d'automatisation du fonds de compensation de la TVA, le bénéfice dépend de l'imputation comptable. Et l'article sur les frais d'études en fonctionnement n'est pas éligible. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que très souvent, on constate que ce transfert dans le coût des travaux se fait de manière tardive. Assez régulièrement, en réalité, c'est le trésorier qui envoie un document aux communes en disant « Attention, vous avez des frais d'études depuis plusieurs années qui restent sur un compte frais d'études. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est? Est-ce que ça a été suivi de réalisation? Si oui, à quel article? Et merci de passer les opérations d'ordre, ou sinon, il faut les amortir ou me faire le certificat administratif. » Donc, fait qu'au bout du compte, ça se régule, mais l'intérêt de la commune, c'est de bénéficier le plus rapidement possible du fonds de compensation de la TVA, donc de ne pas attendre la relance du trésorier. Donc pour les études réalisées en 2023, vous savez quelles études vous avez réalisées et vous savez si les travaux ont démarré ou pas. Je veux dire, c'est assez frais, vous pouvez trouver l'information facilement. En revanche, pour vérifier si vous avez des études des années antérieures qui sont quelque part en attente, alors vous pouvez vous appuyer sur l'inventaire de la commune, mais je vous conseille de vous appuyer sur l'état de l'actif que vous envoie chaque année le trésorier, puisque au regard de la manière dont l'inventaire est tenu encore aujourd'hui dans les collectivités, l'état de l'actif est plus fiable. Donc, c'est le moment de régulariser. Donc, pour régulariser, si jamais vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que pour pouvoir faire cette opération d'ordre, exécuter, faire le titre et le recette de recette et le mandat de paiement correspondant, une décision modificative sera sûrement nécessaire puisque vous n'aurez pas prévu cela au budget. Donc, ce qui veut dire que dans un premier temps, on vérifie est-ce qu'on a des études qui sont toujours sur les comptes études. Si c'est le cas, on vérifie est-ce que ça a été suivi de réalisation ou pas. Éventuellement, on fait la décision modificative pour permettre de faire le transfert. Et ensuite, on fait son titre et son mandat d'ordre, ce qui permettra de pouvoir bénéficier du fonds de compensation, si le projet est éligible, bien sûr, sur ces frais d'études. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non, pas d'autres questions, Samia. OK. Alors, dernier point sur les opérations d'ordre, ce sont les écritures de stock. Les écritures de stock, vous les avez sur deux types de budgets typiques dans les collectivités, les lotissements et les caveaux. Alors, le budget, alors souvent ça s'appelle budget annexe cimetière ou budget caveau. Dans ces budgets-là, on ne va pas retrouver tout l'aménagement du cimetière. C'est uniquement la production de caveaux destinés à être revendus aux gens qui demandent des concessions et qui veulent acheter les caveaux. Donc, dans le cadre de ces budgets, les travaux qui sont réalisés, que ce soit un lotissement ou des caveaux, n'ont pas vocation à rentrer dans le patrimoine de la commune, puisque quand vous faites un lotissement, vous viabilisez des terrains en vue de les vendre, et quand vous faites des caveaux, vous produisez des caveaux en vue de les vendre. Donc, on n'a pas vocation à gérer ça dans l'inventaire de la collectivité. Mais comme les opérations peuvent se dérouler sur plusieurs années, entre la production et la vente, il faut être capable d'assurer un suivi. C'est pour ça qu'on utilise la comptabilité de stock. Donc, au fur et à mesure où on réalise les travaux, où on achète les terrains, où on achète des études, on va constituer un stock
Et ensuite, au fur et à mesure des ventes, on va sortir les biens du stock. Ces opérations d'ordre se font en fin d'année sur la base des dépenses qui ont été réellement exécutées dans l'année. C'est-à-dire que si, mettons, dans votre budget lotissement, vous aviez prévu d'acheter un terrain 30 000 euros, de réaliser 20 000 euros d'études et de faire 50 000 euros de travaux, on avait un stock de 100 000 euros de terrain aménagé. Sauf qu'il se peut que ça ait pris du retard. Vous avez bien acheté le terrain, vous avez bien fait 10 000 euros d'études au lieu de 20 000 et 10 000 euros de travaux. Donc au final, vous n'avez que constitué que 50 000 euros de stock. Donc en fin d'année, une fois les dernières factures payées en fonctionnement, il faut passer les écritures de stock pour pouvoir constater le stock de fin d'année. Très important aussi, si jamais vous vendez des caveaux ou si vous vendez des lots de lotissement, on a une erreur qu'on retrouve fréquemment, c'est que les écritures de sortie de stock sont passées pour le prix de vente. Or, les stocks sont constitués sur le coût de production. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours passer les écritures sur le coût de production. Si, par exemple, votre coût de production d'un lot de lotissement est de 30 000 euros et que vous vendez ce lot de lotissement 40 000 euros, l'écriture de sortie de stock devra se passer par rapport au coût de production. Une bonne façon de savoir si vous avez bien passé toutes vos écritures sur les budgets annexes soumis à comptabilité de stock, c'est que si tout s'est bien passé, que tout a été fait correctement, le résultat de la section de fonctionnement en fin d'année, normalement, doit être égal à 0. Voilà, si les écritures de stock ont bien été passées. Alors, si jamais on est dans un cas où votre budget annexe génère un excédent, c'est-à-dire si vous vendez au-dessus du coût de production, à ce moment-là, vous avez transféré l'excédent vers le budget général. Et si vous vendez à perte, ça arrive des fois dans des secteurs où la demande est moins importante, il faut compléter le financement avec une subvention du budget général. Donc voilà pour les opérations d'ordre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil. L'autre point, ça concerne les provisions. Alors, les provisions, c'est l'application concrète du principe comptable de prudence. L'idée, c'est si on sait qu'on va rencontrer un risque ou une charge à venir, c'est de couvrir ce risque ou cette charge. Donc, on va le retrouver notamment pour les créances douteuses. Là, ce sont en fait les créances douteuses, ce sont des créances de plus de 2 ans dont le trésorier estime que le recouvrement est compromis. Donc, dans ce cas, en général, il vous envoie une liste des créances douteuses et il vous demande de provisionner. Le minimum que vous devez provisionner, c'est 15% du montant des créances douteuses. Également, en cas de contentieux, c'est-à-dire si la collectivité fait l'objet d'un contentieux et que dans le cadre de ce contentieux, par exemple, on lui demande des dommages et intérêts ou qu'elle peut être amenée à payer des sommes, elle provisionne pour couvrir le risque. Également, si vous avez mis en place le compte épargne-temps, il faut provisionner pour l'utilisation du compte épargne-temps. Pour les provisions, on a 2 régimes qui peuvent s'appliquer. Le régime qu'on appelle de droit commun, qui est les provisions semi-budgétaires, et le régime qui s'applique uniquement sur délibération, alors prise en début de mandat, qui est le régime des provisions budgétaires. Alors, à mon sens, la vraie provision, c'est la provision semi-budgétaire. Pourquoi? Parce que quand on fait une provision semi-budgétaire, ça veut dire qu'au moment où on constitue la provision pour le cas où un risque se réalise, c'est une dépense de fonctionnement, c'est traité du côté du comptable et l'argent est mis sur un compte d'attente, donc ça veut dire que l'argent est vraiment mis de côté. En revanche, si c'est une provision budgétaire, c'est une opération d'ordre. Ça veut dire que
on va retrouver la provision en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement. Donc, vous allez vous en servir pour financer vos investissements de l'année. Donc, moi, je préfère le premier système. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il faut vérifier, si vous aviez prévu des provisions dans votre budget, si elles ont bien été exécutées, et si elles n'avaient pas été prévues, est-ce qu'il y a besoin de le faire? Et notamment pour les créances douteuses, puisque ça, en général, notamment quand vous avez une école avec cantine, garderie, etc., vous risquez très fortement, ou même des logements communaux, d'avoir des créances douteuses en raison des impayés de cantine, de loyer, ce genre de choses. Donc là, il faut vraiment le faire. Et si vous ne l'avez pas prévu, une décision modificative sera nécessaire. Autre point sur les opérations à réaliser avant la fin de l'année, c'est les flux financiers entre budgets. Alors là, j'ai dit entre budgets, mais ça peut même être entre la commune et un tiers, par exemple, un syndicat ou autre. On peut avoir la commune qui a un budget général et des budgets annexes. Donc, ce qui peut être prévu comme flux financier, ça va être des remboursements. Par exemple, si vous avez un budget annexe pour la gestion du photovoltaïque, vous pouvez avoir du temps de personnel, soit personnel technique pour assurer l'entretien courant, ou bien du personnel administratif pour gérer la gestion comptable, pour gérer les contrats en cours, etc. Vous pouvez aussi avoir des subventions ou des avances remboursables. Par exemple, si la commune crée un budget annexe lotissement et qu'elle décide de financer une partie des travaux ou une partie du terrain par une avance remboursable du budget général, vous pouvez aussi avoir des subventions, comme par exemple sur le budget CCAS. Donc, toutes ces écritures qu'on prévoit entre les budgets, si vous voulez, il faut qu'elles soient effectivement exécutées. Donc, normalement, pour tout ce qui est remboursement, vous devez avoir une délibération cadre qui fixe justement un petit peu le cadre des remboursements, soit les durées de mise à disposition ou au moins la méthodologie de calcul des remboursements, et un certificat administratif du maire à l'appui du titre de recette pour que le budget annexe rembourse. Et c'est la même chose si vous avez des accords entre la commune et un syndicat, par exemple, avec soit si vous avez un syndicat qui gère un centre de loisirs auquel vous mettez des locaux à disposition et qui doit vous rembourser une quote-part d'électricité ou ce genre de choses, il faut penser à faire le titre de recette avant la fin de l'année. Et pour les subventions et avances remboursables, également, ça doit être prévu par délibération, notamment si vous décidez qu'un budget va faire une avance remboursable, enfin, le budget général a un budget annexe, il faut prévoir les modalités de remboursement. Alors, ça peut être au fur et à mesure des disponibilités du budget. Par exemple, si le budget général fait une avance remboursable à un budget lotissement, les modalités de remboursement peuvent être au fur et à mesure des disponibilités, des possibilités liées à la vente des lots. Donc, ne pas oublier ces flux financiers. Pourquoi je dis ne pas les oublier? Parce que, au pire, vous pouvez récupérer l'année suivante, vous pouvez faire un rattrapage, mais c'est quand même plus sain, et pour le budget général et pour les budgets annexes concernés, d'avoir une image réelle de ce qui s'est passé dans l'année et donc de bien faire ces liens sur l'année. Dernier point sur un petit outil de fin d'année, c'est si vous avez besoin d'ajustement, puisque là, on arrive en fin d'année, donc il se peut que vous ayez des crédits qui manquent d'un côté ou autre. En M14, pour ceux qui sont encore en M14, les derniers Mohicans, puisque je vous rappelle qu'au 1er janvier 2024, tout le monde bascule à la M57 pour les budgets qui étaient en M14. Donc, si jamais
il vous manque des crédits dans un chapitre pour une dépense réelle. Vous pouvez utiliser soit les dépenses imprévues, si vous en avez prévu, en fonctionnement ou en investissement. Donc, en fonctionnement, ce sera sur l'article 022 et en investissement sur l'article 020. Si vous n'en avez pas ou pas suffisamment, une délibération, une décision modificative sera nécessaire. Pour les opérations d'ordre, on ne peut pas utiliser les dépenses imprévues, donc une décision modificative sera nécessaire. En M57, pour une dépense réelle hors dépenses de personnel, vous pouvez utiliser, si le Conseil a autorisé le maire lors du vote du budget, la fongibilité. La fongibilité, ça permet de faire des virements de crédit d'un chapitre à un autre et c'est plafonné pour l'année à 7,5% des dépenses de la section au maximum. Je dis au maximum parce que lors du vote du budget, le Conseil vote le budget et autorise le maire à utiliser la fongibilité, soit en fonctionnement, soit en investissement, soit en fonctionnement et en investissement, et fixe le plafond pour chacune des sections. Et ce plafond ne peut pas dépasser 7,5%. Si ça dépasse les 7,5%, il faut faire une décision modificative. Si le besoin d'ajustement concerne une opération d'ordre ou des dépenses de personnel, là, une décision modificative sera nécessaire. Voilà pour cette première partie. Pour la seconde partie, on va voir comment gérer la fin de l'année en investissement. Alors, gérer la fin de l'année en investissement, c'est important, tout simplement parce que on a moins de souplesse sur le début de l'année suivante, c'est-à-dire sur la période qui va jusqu'au vote du budget, en investissement qu'en fonctionnement. Entre le 1er janvier et le vote du budget, en investissement, on peut payer les dépenses qui ont été inscrites en reste à réaliser. On verra ensuite quelles sont ces dépenses. On peut également régler les échéances d'emprunt et donc pour l'investissement, la partie remboursement du capital des emprunts. Si la commune a mis en place une autorisation de programme, c'est un projet pluriannuel, elle pourra, dès le 1er janvier, payer les crédits de paiement de l'année. Mais sinon, pour toute opération nouvelle, là, ce n'est possible que sur délibération et c'est plafonné à 25% des dépenses d'équipement inscrites au budget 2023, non compris les restes à réaliser 2022. Donc vraiment les dépenses nouvelles de 2023. Samia ? Donc ça veut dire, oui. Oui, il y a une question sur le fil. Oui. Peut-on faire autant de DM qu'il le faut ou c'est gênant pour le trésorier si on en fait trop ? Alors, des DM, j'ai envie de dire, vous pouvez en faire autant qu'il faut. Après, là où ça peut poser problème, ce que je vois parfois dans certaines collectivités, c'est plusieurs décisions modificatives sur le même budget au cours de la même séance. Ça, clairement, ça ne sert à rien. Vous pouvez tout faire dans une seule décision modificative si ça concerne le même budget. C'est-à-dire que si vous avez, au cours d'une même réunion du conseil, par exemple, je vois passer des décisions modificatives avec première décision modificative, je vais prendre à tel endroit de fonctionnement pour ajouter des crédits, mettons en charge de personnel. Deuxième décision modificative, je vais prévoir une écriture d'amortissement que je n'avais pas prévue. Troisième décision modificative, je vais rajouter des crédits dans telle opération d'équipement et je vais financer ça par de l'emprunt ou par une subvention que je ne connaissais pas en début d'année. Clairement, ça ne sert à rien. Vous pouvez tout mettre dans un seul document, dans une seule décision modificative. Après, dans l'année, il peut y avoir plusieurs décisions modificatives. Le budget, c'est un acte de prévision et d'autorisation, mais il est pris en début d'année, donc il est soumis à l'aléa. C'est-à-dire que entre ce que vous prévoyez en début d'année et ce qui se passe en cours d'année,
il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des changements, il peut y avoir, voilà. Ça, c'est tout dépend de ce que vous entendez par plusieurs décisions modificatives. Si ça a Merci répondu Fabien. à la... OK. Oui, Donc, je disais, oui, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc du coup, vous allez, pour le début d'année, vous êtes en investissement plafonné à 25% des dépenses d'équipement N-1. Concrètement, là, on se situe début 2024. Début 2024, le conseil municipal ne pourra autoriser le maire à réaliser une dépense d'investissement nouvelle que dans la limite de 25% des dépenses d'équipement inscrites au budget 2023, or reste à réaliser 2022. Donc, pour les dépenses, la règle, c'est ça. Pour les recettes, et là, c'est très important pour les emprunts, parce qu'on se retrouve souvent chaque année avec le cas de figure qui pose problème. Sauf si vous avez signé le contrat d'emprunt avant le 31 décembre avec une remise des fonds ultérieure, auquel cas vous avez pu mettre votre emprunt en reste à réaliser en recette. En dehors de ce cas-là, l'emprunt est conclu, mais sinon, entre le 1er janvier et le vote du budget, il n'est pas possible de conclure un emprunt. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir et anticiper, notamment quand on a des gros projets d'investissement en cours, les besoins de décaissement que l'on va avoir pour ne pas se retrouver bloqué, soit à avoir du retard de paiement dans ses factures, soit à devoir voter de manière anticipée et donc moins précise que d'habitude le budget de la collectivité. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Je ne peux pas. Ah. Est-ce que j'ai toujours le partage? Ah, voilà, c'est bon. Hop, voilà. Donc, les conséquences, c'est qu'en dépense, il faut être attentif aux dates de signature des marchés. Alors, je sais que des fois, on essaye de prévoir assez large, mais que soit parce qu'on a des lots qui sont infructueux, etc., on a des difficultés à signer avant la fin de l'année. Donc, il faut essayer, si vous avez des marchés que vous voulez signer, des marchés importants, hein, j'entends, hein, qui dépassent les 25%, il faut vraiment essayer de les signer avant le 31 décembre, sinon, vous ne pourrez pas les signer avant le vote du budget. Ou alors, il faudra anticiper le vote du budget. Et pour les recettes, il faut anticiper les besoins de décaissement, c'est-à-dire notamment quand vous avez des projets importants en cours. Et si du coup, vous constatez que vous allez être en difficulté pour payer en début d'année et que vous aviez prévu de faire un emprunt sur l'année 2024, éventuellement, il faut envisager d'anticiper un petit peu cet emprunt. Faites attention, si vous n'aviez pas prévu l'emprunt au budget 2023, il faut faire une décision modificative puisqu'on ne peut pas emprunter si les crédits ne sont pas ouverts en recettes dans le budget de l'année. Donc voilà, ça c'est vraiment un point d'attention. Ensuite, la détermination des restes à réaliser et leur impact sur les résultats. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Chaque année, on bataille sur les restes à réaliser. Donc, je vous rappelle que en dépense, un reste à réaliser, c'est une dépense qui est engagée. Ça veut dire que j'ai mon marché qui est conclu. Alors, marché sous quelque forme que ce soit. C'est en fonction des seuils de mise en concurrence. J'ai signé un devis, j'ai fait un marché à procédure adaptée ou j'ai fait un appel d'offres, mais en tout cas, j'ai signé et je n'ai pas payé la dépense au 31 décembre. Et en recettes, ce sont les recettes certaines que je n'ai pas encaissées. Par exemple, c'est une subvention qui m'a été notifiée, mais que je n'ai pas encaissée. C'est un contrat d'emprunt qui est signé, mais pour lequel je n'ai pas encore reçu les fonds. Donc, je n'ai pas je n'ai pas encaissé la recette. Donc,
c'est très important de faire ces restes à réaliser de manière sincère, d'une part parce que ils sont contrôlés, alors de manière aléatoire, hein, mais ils font l'objet d'un contrôle au niveau du contrôle de légalité, c'est-à-dire que au moment où vous allez voter votre compte administratif, on peut vous demander de fournir les pièces justificatives des restes à réaliser. D'autre part, parce que c'est vraiment, enfin, ça joue sur la sincérité. S'il s'avérait que vos restes à réaliser étaient fantaisistes, ça pourrait poser une question de sincérité du compte administratif. Donc, pourquoi utiliser les restes à réaliser? Parce que ça vous permet de payer les dépenses avant le vote du budget, comme on l'a vu, en investissement, on est limité. Quelle forme prennent les restes à réaliser? C'est un état qui est réalisé par le maire, qui est transmis au trésorier et qui est annexé au compte administratif. La manière la plus simple de faire cet état des restes à réaliser, c'est de tenir une comptabilité d'engagement, puisque si vous tenez une comptabilité d'engagement, vous pouvez facilement faire votre état des restes à réaliser. Alors attention, parce que on a quand même eu des fois le cas de collectivités qui ont essayé de mettre des restes à réaliser en dépenses ou en recettes supérieures à la prévision budgétaire. Ce n'est pas possible. On ne peut mettre en reste à réaliser que quelque chose qui a été prévu au budget. Et c'est important d'utiliser les restes à réaliser en dépenses justement pour pouvoir payer les dépenses, mais en recettes également, tout simplement parce que les restes à réaliser sont pris en compte pour déterminer le besoin de financement de la section des résultats lors de l'affectation des résultats. Ça veut dire que quand on va faire le calcul de ce qu'on doit venir ponctionner sur votre résultat de fonctionnement pour venir financer les résultats, le besoin de financement de la section d'investissement, on va prendre en compte le résultat de l'exécuté de la section d'investissement, mais également les restes à réaliser d'investissement. Donc, si vous avez de gros restes à réaliser, ça peut venir augmenter de manière importante votre besoin de financement de la section d'investissement. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et Céline, je te propose d'arrêter l'enregistrement. Oui, Samia, je l'arrête. Voilà. Moi, je vais arrêter